donc bienvenue sur la troisième partie de cette présentation de la relation, du lien entre Covid, histamine et antihistaminique. Donc succinctement, on va rappeler la genèse de tout ça. Donc janvier-février 2020, on émet une théorie à partir d'observations de la répartition dans la population du Covid sur les données chinoises, qui nous montre que, grosso modo, la population immunoréactive la plus apte à se défendre contre un virus à tropisme respiratoire, c'est-à-dire les jeunes, les 20-79 ans, sont en fait ceux qui sont le plus affectés. Cette population est celle qui est le plus affectée par le Covid, on y retrouve 95% d'incidence du Covid, qu'on a très peu de population gériatrique et très peu de population pédiatrique. La symptomatologie clinique qui nous interpelle, puisqu'on a une évolution de la maladie Covid qui est un petit peu confuse, avec un cadre nosologique qui est difficile à donner. Une évolution qui va de l'asymptomatique au cas gravissime, au décès, en passant par l'AREA ou les cas post-symptomatiques. Donc, quelque chose d'assez atypique, et puis surtout des caractères parfois explosifs de la gravité ou du Covid. Et donc une grosse hétérogénéité bon, vous avez compris, dans la présentation et l'évolution de cette maladie. Et autre élément intéressant qui nous a fait à l'époque nous pencher sur l'histamine et les antihistaminiques, c'est la symptomatologie pure et dure, c'est-à-dire les signes de la maladie. Cette maladie correspond à certains signes qu'on connaît. Alors même si similitude ne fait pas homologie, on s'est quand même un petit peu interpellé. La conjonction de tout ça nous a fait émettre l'hypothèse que la cascade immuno-inflammatoire, l'immuno-inflammation était importante dans le Covid et que sans doute l'histamine était au centre de cette maladie. Voilà. On a réalisé un travail de synthèse, et je vous dis bien un travail de synthèse de données de collègues, pas de nos patients, on a été juste des petites mains papier, théoriques, qui était un travail rétrospectif sur les données fournies par nos confrères. Et ce travail de retour terrain, d'analyse du retour terrain, nous a permis de conforter un peu cette position, puisqu'on avait une amélioration clinique une amélioration clinique assez rapide, puisque en 6 heures, les patients se disaient soulagés après la prise d'antihistaminique. Et puis au bout de 2 jours, il n'y avait plus de Covid. Dans 95,5% des cas. Donc, on a un petit peu diffusé cette information. Voilà. Et là, donc, on arrive sur la troisième partie de la présentation, qui est la présentation des données bibliographiques qui sont venues ultérieurement en renfort un petit peu de cette proposition, et puis des données bibliographiques qui étaient déjà connues au moment de cette présentation, qui vont sous-tendre un petit peu l'intérêt des antihistaminiques dans une pathologie telle que le Covid, puisque c'est important de le rappeler, puisqu'on a quand même certains télétoubibs ou autres ex-présentateurs de magazines santé, radio, télévisés, qui manifestement, donc on a certains de nos collègues qui manifestement réservent l'histamine et les antihistaminiques aux allergiques. Eh ben, l'allergie, l'antihistaminique et l'histamine, c'est pas que l'allergie. C'est essentiellement l'allergie, personne ne dit le contraire, mais c'est pas que ça. Et on va le voir avec les données connues au moment de la genèse, au moment où on émet l'hypothèse que l'histamine pourrait être importante dans le Covid. Donc les bibliographies et les données acquises, elles vont être de deux types. On va avoir des données qui sont directement en lien avec le Covid et d'autres qui ne vont pas être directement en lien, mais qui vont venir à l'appui un petit peu de ce qu'on proposait en termes de capacité des antihistaminiques à avoir un effet sur un virus. Donc on le disait, l'histamine, ce n'est pas que pour les allergiques ou les asthmatiques allergiques,
contrairement à ce que pensent nombreux de nos confrères, y compris médiatisés. Et on le sait depuis longtemps, hein. Là, on a un travail qui date enfin deux travaux qui traitent de 2015-2018, je crois. Alors, ce qu'on va faire là, c'est une revue assez rapide, en présentant succinctement, peut-être avec certaines approximations des études. Le but n'est pas de prouver euh, l'efficacité du traitement ou quoi que ce soit d'autre. Notre but à nous, notre taf, c'était d'attirer l'attention d'équipes spécialisées pour qu'elles puissent aller creuser cette histoire de prise en charge du Covid par les antihistaminiques. Et en ce sens, avec le recul de 30 mois qui est maintenant le nôtre, ben le travail a été réussi. Et je remercie mes collègues pour leur investissement et leurs efforts, puisque ben, on a réussi, on a contribué avec notre modeste contribution à faire déclencher dans certaines équipes peut-être des investigations sur cette histamine, ces antihistaminiques, et donc la prise en charge du Covid. Donc revenons sur cette présentation-là, qui est celle de deux études qui montrent que les antihistaminiques, bah non, c'est pas que pour l'allergie, puisque c'est connu au niveau biographique, on sait que les antihistaminiques ont une capacité à inhiber l'entrée de certains virus dans les cellules, hein, et donc d'infester le malade, et des virus qui ne sont pas des moindres, puisqu'on parle là d'Ebola ou de Marburg. Alors, ça fait peur à tout le monde, hein, Ebola et Marburg. Le virus du rhume et de la grippe ou du Covid peut-être un peu moins, mais enfin Ebola et Marburg, ça fait un peu peur, puis on nous le met un petit peu en avant régulièrement. Donc les antihistaminiques ont la capacité connue, démontrée, de pouvoir s'opposer un petit peu à cette infestation virale. De la même manière, depuis longtemps, alors ça ce sont des études qui datent de 99, hein, donc c'est rien de nouveau, les antihistaminiques sont connus comme pouvant avoir une interaction avec la production de cytokines en la baissant, notamment au niveau des interleukines. Donc, antihistaminique, oui, mais pas que pour l'allergie. Là, pareil, on a des travaux qui sont assez anciens, hein, puisque je crois que le plus récent est 2019, bon, 3 ans, ça va de 2002, qui montre que l'histamine intervient dans la réponse immune et inflammatoire. Donc non, l'histamine, ce n'est pas que pour l'allergie. Et c'est même loin d'être le cas. Voilà. Donc, on va avoir dans cette évolution, nous, on a proposé un petit peu cette prise en charge donc en février-mars 2020. Et puis rapidement, on va voir arriver certaines équipes, peut-être sous notre impulsion ou pas, qui vont se positionner également sur l'intérêt des antihistaminiques dans le Covid. Voilà, là, on va en citer quelques-unes, il y en a d'autres. L'intérêt ici est de montrer que ce qu'on a théorisé, ce qu'on a constaté, a été constaté et théorisé aussi par d'autres, et puis qu'il y a des apports de sciences fondamentales qui sont venus conforter et expliciter le fonctionnement probable des antihistaminiques dans la guérison et la prise en charge du Covid. Donc ça, c'est un survol rapide. La suite de nos interventions sur d'autres vidéos, il y a un adage qui dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je crois qu'on va être obligé de l'appliquer, c'est-à-dire que même si c'est pas vraiment notre travail, on va présenter sous forme de vidéo chacun des travaux dont on a connaissance et qui sont venus enrichir la connaissance et la pertinence des antihistaminiques dans le Covid. Euh, alors c'est un gros travail. Je vous rappelle que c'est pas notre travail spécialement, puisque nous on n'est pas, on fait pas de la bibliographie, on est des médecins de terrain. Donc on va les décortiquer ces bibliographies. Alors on les a lues, on les a survolées, mais on les a jamais analysées de manière à pouvoir les présenter. Mais c'est ce qu'on va faire sur toute une série de vidéos, de manière à asseoir un petit peu les choses, puisque il serait peut-être temps que le traitement du Covid bénéficie d'une clarification, et notamment les antihistaminiques. Alors on entend tout, hein, je veux dire, on a vu des revues de santé grand public qui parlaient des antihistaminiques dans la prise en charge du Covid long.
Très bien, on avance. Par contre, il serait temps qu'on synthétise un petit peu tout ça. De la même manière, on verra, on fera un petit lien avec d'autres molécules connues actives dans le Covid, ou supposées actives dans le Covid, pour voir que finalement, la confusion qu'il peut y avoir autour du traitement, on avait une confusion au départ autour de la symptomatologie et du cadre nosologique du Covid. Cette confusion, elle persiste, mais cette fois-ci sur le plan du traitement. On a de multiples traitements qui sont censés être actifs, l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, les antihistaminiques, la quercétine, l'artémisia et que sais-je, le curcuma. Voilà. Et ben, on va voir au fil de nos vidéos qu'il y a peut-être un lien entre toutes ces substances et que ce lien, on va s'attacher à essayer de le mettre en avant. Bon, pour revenir donc là sur la présentation actuelle, on a des équipes donc qui rapidement se sont positionnées sur un éventuel intérêt des antihistaminiques. Là, c'est un papier qui a été fait par Oxford en mai 2020, là, donc, qui attirait l'attention et qui disait tiens, ça peut être intéressant d'aller voir les stabilisateurs des mastocytes, dont la vitamine D est un des composants, mais aussi les antihistaminiques. De la même manière, on a en septembre 2020 des équipes qui sont positionnées en fonction toujours des données connues de des antihistaminiques sur la libération de l'histamine, et puis sur le rôle des cellules mastocytaires qui devenaient de plus en plus euh, prégnants dans la genèse de la symptomatologie, de la physiopathologie du Covid. De la même manière, on a des équipes qui mettaient en avant l'hyperinflammation qui était observée dans le Covid, qui pouvait s'apparenter à un syndrome d'activation mastocytaire, et donc la nécessité d'utiliser des substances qui sont connues actives sur ce syndrome d'activation mastocytaire, telles que les antihistaminiques de type 1 et de type 2. Voilà. D'autres équipes sont venues ensuite, toujours pareil, hein, en renfort, en fonction de l'impact, enfin de l'avancée des connaissances du fait qu'on affinait un petit peu ce rôle des cellules mastocytaires dans le Covid, proposer les effets des antihistaminiques. Certains ont proposé l'utilisation des antihistaminiques, de certains antihistaminiques dans la lutte contre les microthromboses qu'on observait dans le Covid, et on verra que oui, ça fonctionne. Pas fatalement cet antihistaminique, puisque les antihistaminiques, globalement, on y reviendra, ont été de longue date identifiés comme pouvant avoir un impact assez important sur la coagulation, et donc permettent d'éviter certaines microthromboses. Euh, voilà. Là encore, des équipes qui, un peu plus tardivement, hein, se sont intéressées, enfin, ont attiré l'attention sur les antihistaminiques, donc diverses équipes à travers un peu tous les pays et tous les continents. Toujours en passant, bien évidemment, par cet effet stabilisateur des mastocytes, et puis en citant parfois l'étude pilote. Alors, c'est là où on revient sur le terme étude. Étude, ça veut dire travail, ça ne veut pas dire expérimentation. À bon entendeur de l'ordre, salut, qui avait été non publié, mais qui a été fait par des Français, voilà, et qui a été pris en référence par certaines équipes, et qui nous a, à nous, permis d'être un peu centralisateurs à certains moments d'équipes diverses à travers le monde, et puis qui nous a permis de mettre en relation, on verra, certaines équipes entre elles. Voilà, on a même des revues de la littérature. Alors, une revue de la littérature, ça commence à être intéressant. Là, c'est une revue de la littérature qui a été faite sur une quarantaine de papiers, je crois, et qui montrait effectivement son rôle important de l'histamine dans le Covid, et puis du potentiel intéressant de la lutte contre l'histamine. Alors, eux, ils sont allés jusqu'à proposer des immunoglobulines antihistamines. Bon, il y a plus simple, hein, ça s'appelle les antihistaminiques. Voilà. Donc, voilà. D'autres équipes qui proposaient clairement l'intérêt de certaines molécules. Euh, bon, on y reviendra. Et puis, rapidement sont venus, oui, rapidement sont venus des données, cette fois-ci plus. Ce qu'on a vu là, c'était des propositions, c'était des théorisations, hein, parce que nous, on avait fait, sans parler d'une petite étude de travail
de terrain, de retour terrain, qui lui clairement montrait une efficacité des antihistaminiques dans la prise en charge du Covid. Donc c'était là, ce qu'on a survolé, c'est ces études qui disaient, ah tiens, peut-être, peut-être. Là maintenant, on va venir sur des études qui sont des études avec un travail plus scientifiquement lourd en termes de puissance, avec des études statistiques et épidémiologiques ou observationnelles. Tout d'abord, les Italiens sont intéressés à une particularité, c'est qu'ils constataient que dans leur série pédiatrique, le terrain asthmatique ou allergique semblait prévenir, semblait protecteur vis-à-vis du Covid. Sans trop se poser la question de pourquoi, ils évoquaient vaguement l'éventualité d'un impact du traitement. Et c'est justement sur l'impact du traitement qu'on va pouvoir rebondir sur cette étude-là, qui est une étude, je crois, française, qui constate que en Europe, les patients en milieu psychiatrique, donc en milieu fermé, pour lequel on ne doit pas trop s'attendre à avoir des gestes barrières efficaces, parce que c'est une population un peu difficile, et puis que c'est un milieu fermé, et que, comme dans tout milieu fermé, à partir du moment où on se déclare un cas, c'est compliqué de l'isoler, surtout chez des patients dont le respect des gestes barrières n'est pas acquis de par leur pathologie psychiatrique. Il constatait qu'effectivement, ces patients faisaient moins de Covid, et estimaient que ça pouvait être lié au traitement. Donc, c'est une étude qui est très bien faite, hein, ils ont été listés tous les traitements de ces patients, ils ont listé, et effectivement, quand on prend leur traitement, on peut se poser la question de l'effet du traitement, puisque l'ensemble des traitements qui est mentionné possèdent un effet antihistaminique, soit parce que ce sont des antihistaminiques connus, soit parce que ce sont des antihistaminiques entre guillemets apparentés, avec un effet antihistaminique partiel, mais un effet antihistaminique ou un noyau complètement compatible. Toujours dans le cadre épidémiologique, là des études un peu plus lourdes sur le plan scientifique, si je peux me permettre, avec une étude espagnole sur 80 000 personnes, euh, qui montre qu'effectivement le terrain allergique serait, et la prise d'antihistaminique serait protecteur par rapport au Covid. Alors, c'est une étude qui est à prendre avec précaution, hein, parce que le lien statistique, il est pas fort, il n'est pas évident sur cette étude-là. Par contre, la deuxième étude, celle qu'on voit là, de janvier 2021, ça c'est une étude qui a été faite par l'Université de Floride et qui montre sur 219 000 personnes, donc on est quand même sur le quart de million de personnes, donc on commence à avoir une certaine puissance statistique, montre que là, il y a effectivement un intérêt net, enfin un effet protecteur net de la prise de trois des antihistaminiques qui sont retrouvés dans la population concernée. Bon, j'en citais là, hein, diphénhydramine, l'hydroxyzine et la zélastine, qui sont des antihistaminiques, peu importe. Alors, encore une fois, enfin, peut-être pas encore une fois, mais on va quand même préciser une chose, c'est qu'on est sur un effet dit de classe, c'est-à-dire que c'est pas une molécule qui va traiter le Covid, mais c'est une classe thérapeutique pour nous. Donc les antihistaminiques, prioritairement pour nous les anti-H1 et éventuellement les anti-H2. Alors on verra qu'il y a une petite différence entre la France et les États-Unis à ce niveau-là. Puisque nous sommes plus version anti-H1 en Europe, et que les États-Unis sont plus anti-H2. Bon, on verra, peu importe. Voilà. Donc, cette étude de Floride nous montre qu'il y a un effet protecteur évident de la prise antihistaminique sur un quart de million de personnes, encore une fois. Alors c'est une équipe qui est une équipe de sciences fondamentales et qui va beaucoup apporter, on le reverra, sur la compréhension des mécanismes qui peuvent bloquer l'infestation virale. Alors, je vous mets un petit aparté, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, dans la théorisation, dans les premières vidéos, que ce qui pour nous était important, c'était pas tellement de bloquer le virus, mais c'est surtout de s'occuper de l'interaction et de la cascade immuno-inflammatoire qui va être déclenchée par l'interaction entre le virus entre le malade et le virus. Et que donc, les études qui vont s'attacher à bloquer, à montrer comment la lésion virale peut être bloquée, pourraient perdre un peu de sens ou d'intérêt par rapport à ce qu'on disait. Ben, oui et non, puisque on va le voir tout au long de la du survol
des études bibliographiques. Effectivement, il y a un effet sur le blocage de de l'entrée du virus. Puis il y a un blocage aussi à différents niveaux, notamment au niveau de la stabilisation des cellules qui vont larguer l'histamine. Voilà, c'est un petit aparté. On revient à nos moutons. Donc, on était sur des études qui maintenant sont des études de sciences fondamentales. Donc, en avril 2020, on a un papier qui est sorti de la revue Nature. Bon, donc on n'est pas, on a quand même une certaine crédibilité sur cette revue et qui met clairement une option sur les antihistaminiques. De la même manière, on a d'autres éléments assez intéressants, des équipes qui ont screené 1800 molécules en fonction de leur capacité à pouvoir interagir avec la lésion virale. Et ils retiennent principalement 7 molécules. 3 sont des antihistaminiques connus, 4 sont des antihistaminiques à effet antihistaminique partiel, enfin sont des molécules à effet antihistaminique partiel. Donc c'est intéressant parce que on a quand même 7 sur 7 qui ont une action totale ou partielle sur les voies d'histamine. Aux États-Unis, on a travaillé, enfin, ils ont travaillé sur la famotidine et l'acétylène, qui sont des antihistaminiques RH2. Hein, donc c'est là la différence entre l'Europe et les États-Unis. Ils sont plutôt sur les RH2, plutôt sur les RH1. Donc ça, c'est la première étude qui montrait que potentiellement on pouvait avoir un blocage de l'infection virale par les antihistaminiques. Et puis, progressivement, au fur et à mesure des travaux, on va s'apercevoir qu'effectivement, on a bien un impact des antihistaminiques sur l'adhésion virale, notamment au travers de l'amarrage de la spike, la fameuse spike virale, au récepteur cellulaire ACE2. Et la plupart des antihistaminiques, la plupart des études vont bloquer cet amarrage et ça va progressivement être mis en évidence. Voilà, donc ça c'est une étude du MIT et de Malone qui montrait qu'il y avait un intérêt au niveau du blocage de l'infestation des cellules in vitro par les anti-H2, sans pour autant qu'il y ait vraiment un blocage et qu'il y ait un gros pouvoir virustique. Bon, c'est des études qui ont été globalement consolidées ou complétées par d'autres. Hein, et au fur et à mesure de l'avancée des connaissances, ben, on arrive à cette notion sur le blocage de l'adhésion virale au travers d'un blocage par les antihistaminiques de la spike et de l'interaction entre la spike et le récepteur ACE2 cellulaire. Bloquant ainsi ce qu'on appelle la viropexie, c'est-à-dire la capacité du virus, enfin l'entrée du virus dans les cellules, et donc bloquant l'infection virale. On a d'autres études qui vont montrer qu'on a une diminution de la réplication virale avec les antihistaminiques, d'autres qui vont montrer qu'effectivement on a une stabilisation des mastocytes et que donc on a moins ce syndrome d'activation mastocytaire. On reverra ça tranquillement, là c'est un survol global. On a des études cliniques qui ont été faites. Alors la première étude dont on parle ici là, en mai 2020, c'est une étude de Callaghan, je crois, qui est à prendre avec précaution pour plein de raisons, on en parlera peut-être dans une vidéo. Mais enfin, c'est là une étude qui montre que l'utilisation d'antihistaminiques type RH2 a la capacité de diminuer la sévérité, notamment l'intubation et la mortalité chez les patients hospitalisés. De la même manière, certaines équipes ont regardé la conjonction d'effets antihistaminiques anti-H1 et anti-H2 et ont trouvé un intérêt d'utilisation d'antihistaminiques dans le Covid. Voilà, couplé ou pas avec l'azithromycine. Alors, pourquoi je parle d'azithromycine? C'est pour cette étude-là, de janvier 2021, qui est une étude espagnole qui a été publiée en janvier 2021, mais qui est sur les tablettes et qui est connue depuis août 2020, puisqu'il se trouve que, bon, on a été mis en relation, enfin, on nous a contactés dans cette époque-là pour nous dire, tiens, ben voilà, nous proposer ça, nous, on a trouvé ça.
Alors c'est intéressant parce que ça, c'est typiquement ce qui peut se passer quand on fait une coopération digne de ce nom, ce qui manque beaucoup en France, et qu'on s'écoute entre nous, puisque les Espagnols n'arrivaient pas à publier leur étude. On les a même menacés, je crois, de perdre leur licence s'ils continuaient à essayer de la publier. Et puis, force de discussion, on leur a demandé s'ils étaient intéressés par rentrer dans notre groupe un petit peu de travail, dont des équipes du MIT, et ils se sont mis en relation, et ensemble, ils ont pu publier une étude à partir des données espagnoles. Alors, il est vrai que sur l'étude initiale, il y a beaucoup plus de choses, ça a été bien sabré pour pouvoir être publié, parce qu'il y a une forme de limitation de la publication scientifique depuis quelques années. Et là, c'est particulièrement vrai. Donc, cette étude, elle montre quoi? Elle montre que sur des patients gériatriques, l'utilisation d'antihistaminiques et d'azithromycine, l'azithromycine, guérit les patients assez correctement. Ce qui est dans le préprint et ce qui n'est pas dans l'étude là, c'est que ben, non seulement ça marche chez les sujets âgés, mais ça marche aussi chez les sujets jeunes, donc ça je crois que ça n'y est pas. Et puis la chose là que moi j'ai rajouté sur la prophylaxie, qui n'est pas dans l'étude mais qui est sur le préprint, mais je le remets quand même, ce qui est intéressant, c'est que les Espagnols ne sont pas contentés de traiter les patients. C'est déjà pas mal. Ils ont aussi pris en considération l'entourage de ces malades. Je crois que c'est un panel de 300 malades hein, de mémoire. Et ils ont traité l'entourage des malades avec un comprimé d'antihistaminique par jour, je crois pendant une semaine. Et ils ont eu aucune contamination. C'est-à-dire qu'aucun des membres de l'entourage de ces malades n'ont été contaminés par le SARS-CoV-2. Voilà. Euh, bon, malheureusement, ça va certainement être publié beaucoup plus tard. On finira par un petit cocorico. Ça, c'est une étude française qui nous montre que donc, multicentrique, observationnelle, rétrospective, tout ce que vous voulez, faite par la PHP, pour mieux faire, et l'INSERM, voilà, qui trouve que quand on utilise certains antidépresseurs, eh ben, il y a moins d'intubation et de décès de Covid. Oui, très bien. Quand on regarde un peu plus les molécules concernées, on s'aperçoit qu'elles ont toutes, et je dis bien toutes, une activité connue antihistaminique. Voilà. Alors ça, c'est un petit clin d'œil, on va en faire d'autres. L'ivermectine, hein, vous avez tous plus ou moins entendu parler de l'ivermectine. Nous, on est un peu bien placés pour le savoir, parce que par concours de circonstances, on a fait partie du comité de reviewing de Frontières en pharmacologie au moment où on a eu ce scandale avec la première publication de Pierre Corry, puisque le comité de reviewing avait accepté la publication de Pierre Corry, ça avait été mis en ligne, et puis ça a été retiré par l'éditeur contre l'avis, donc ça fait un scandale dans le milieu approprié. Bon, je vous laisserai vous y référer. Et ben, votre serviteur a été mêlé à tout ça. Comme quoi. Bon, bref, revenons. Les avermectines, donc l'ivermectine. Alors, on est chez l'invertébré, on est bien évidemment à prendre avec un petit peu de précaution, on est chez l'invertébré, in vitro, d'accord. Mais enfin, les avermectines, elles sont connues pour interagir sur la voie de l'histamine. Et ça, c'est pas nous. Donc, ça va être à creuser. De la même manière, on a entendu parler de certaines molécules. Là, on a pris la quercétine, on aurait pu prendre la vitamine D, on aurait pu prendre l'artémisia, on aurait pu prendre le curcuma. Bah, ce sont des molécules qui manifestement semblent avoir une activité bénéfique sur le Covid, voire de guérison. Eh bien, la quercétine est une substance qui a une action antihistaminique, notamment de stabilisation des mastocytes et éventuellement de diminution de la production d'IL-6. Donc on commence à tourner un petit peu sur cette voie. Donc c'est valable aussi pour la vitamine D. La vitamine D, c'est un stabilisateur des mastocytes. Enfin, on finira par l'hydroxychloroquine et la chloroquine, les célèbres molécules. Je ne sais plus si on peut encore en parler sans être censuré, mais bon, on va dire la Sécu pour éviter les censures. Donc là, deux éléments importants sur cette hydroxychloroquine et chloroquine, c'est que bah, c'est un stabilisateur également des mastocytes. Donc on tourne un peu en rond. Hein, voilà. Et puis, sur la première étude là, qu'on voit, qui est mentionnée ici, il y a une dualité d'action.
l'hydroxychloroquine et la chloroquine au départ va avoir un effet stabilisateur des mastocytes. On met de l'hydroxychloroquine, alors c'est le nitro, mais on met de l'hydroxychloroquine, et ben ça stabilise les mastocytes, il libère moins d'histamine. Et puis plus on va attendre, plus le temps va passer, plus on va avoir un effet adverse, un effet contraire, et puis on va voir non seulement avec le temps, mais aussi avec la concentration, on va voir une augmentation de la sécrétion d'histamine. Donc une dualité de l'action de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine. Au début, diminution de l'histamine, et à la fin, avec le temps et la concentration, augmentation. Et ça renvoie quand même à quelque chose, c'est que quand on regarde les études, alors ça fait longtemps que je ne me suis pas penché, mais on a deux grosses séries d'études, enfin, on a une bataille avec l'hydroxychloroquine. Les partisans de l'hydroxychloroquine qui nous disent bah, si on le prend tôt, ça marche bien, puis ceux qui nous disent bah non, regardez, ça marche pas bien. Quand on regarde ceux qui nous disent que ça marche pas bien, souvent, ils le mettent à des fortes concentrations ou à un temps évolutif du Covid qui est trop tardif par rapport à ce qui a été demandé au départ. Et peut-être qu'on peut aller chercher un lien là-dedans. À bon entendeur, salut. Voilà, donc cette bibliographie, bien évidemment, elle n'est pas exhaustive. On a eu en avril 2020 des études randomisées en double aveugle qui ont montré une efficacité antihistaminique, on y reviendra. On a une étude là aussi coréenne en avril qui montre un élément sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, qui est que, bah, en gros, ils ont testé sur le plan du binding, hein, c'est vraiment théorique, enfin, de la conformation moléculaire, ils ont testé 32, les 32 antihistaminiques connus et ils s'aperçoivent que sur 30 des 32 antihistaminiques connus ont une action sur une des voies métaboliques qui est mise en jeu dans le Covid par le SARS-CoV-2 et avec certaines voies métaboliques et certains antihistaminiques qui se dégagent et qui vont cumuler des actions, faisant que on va pouvoir, et là on y travaille, sans doute, cibler un peu mieux l'antihistaminique à utiliser en fonction de la symptomatologie du patient. On y reviendra. Voilà, donc voilà pour ce survol, enfin ce survol, voilà, ce survol de la bibliographie. Et voilà pour la présentation de ce qui pour nous est le fer de lance de l'intérêt des antihistaminiques dans le Covid. Donc ces trois vidéos avec ces trois éléments fondamentaux qui sont la théorie qui se confronte à la pratique et les sciences fondamentales qui manifestement ne viennent pas contredire la théorie. Voilà, donc en pratique, bah, tout d'abord, merci de votre attention. La suite des vidéos se fera, donc comme on l'a dit antérieurement là, dans les vidéos, on va essayer d'aller décortiquer chaque publication pour et les expliciter. Alors c'est un gros travail bibliographique qui se fait en plus de travail clinique. Donc on aura peut-être une genèse, une production de vidéos qui ne sera pas tout à fait régulière et équitable en fonction de nos capacités à produire. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et j'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur l'intérêt des antihistaminiques dans le Covid. Et je rappelle les mises en garde d'usage faites au début de ces trois vidéos et refaites à la fin de ces vidéos. Pas d'automédication, conseils pharmaceutiques, etc., etc. Voilà.